Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour à tous, bonjour Eddy et bonjour à notre invité Samy, bonjour. Salut Samy. qu'on connaît bien puisque Samy est lead développeur pour Woodenit depuis voilà, 8 ans déjà, je pense au moins, à peu près. Ouais, je crois, ouais, 8 ans. On va bientôt atteindre les 10 ans. Ouais, bientôt. Et puis surtout, bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Il y a un petit décalage, donc on fera coucou. Tiens, il y a déjà Timothée qui est présent. Coucou Ah, Timothée, coucou voilà. Timothée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce live, le principe c'est un Q&A, donc un question and answer, mon super accent anglais. Bref, le but c'est qu'on vous montre, on vous partage une façon qu'on a de travailler sur un sujet. Donc aujourd'hui, ça sera sur le développement avec des outils basés sur l'intelligence artificielle, et que vous puissiez bien sûr poser un maximum de questions par rapport à ce qu'on vous montre, par rapport à des outils, puisque le but c'est qu'on échange tous ensemble. Donc moi, pour me présenter très rapidement, donc je suis Émilie Lebrun, la fondatrice de l'agence Woodenit, enfin la cofondatrice, parce que je ne suis pas la seule, coucou Nandor, de l'agence, et la fondatrice également de la Woodenit Academy, qui est donc une entreprise de formation pour les agences et les développeurs, donc entre agences, on va dire, parce que c'est des agences qui forment des agences. Et je suis accompagnée chaque vendredi par Eddy. Coucou Eddy. Merci, bonjour, coucou. Et moi, je suis coach et formateur WordPress à Woodunit Academy. Et vous pouvez retrouver mes formations sur le site et également retrouver toutes mes vidéos sur notre chaîne YouTube où je donne des petites astuces, des trucs, on se pose des questions, des petits challenges sur le WordPress, le FSE, Gutenberg et toute la sphère autour de WordPress. On a très à cœur de partager un maximum ce qu'on expérimente en fait dans notre agence, que ce soit effectivement sur le FSE, sur Gutenberg, sur WordPress. Et aujourd'hui, trêve de présentation. Aujourd'hui, Samy va nous présenter comment il travaille au sein de l'agence Woodenit avec les outils basés sur l'IA. Je sais que tu nous as préparé plein de démos. On croise les doigts pour pas qu'il ait l'effet Bonaldi. Pour ceux qui connaissent, avec le côté démo, attention, voilà. Mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Et encore une fois, on est vraiment ravis que tu puisses un peu nous présenter tout ça. Trêve d'introduction, on te laisse la parole. Ouais, juste avant, on prend les commentaires, pour essayer d'afficher l'écran de Samy au maximum. On va cacher les commentaires pour aujourd'hui, mais on les regarde sur le côté, donc je les note. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Samy et je les poserai à Samy dès que ça sera possible. Allez, Top. Samy, je te laisse l'écran, Ouais, c'est à toi. magnifique. Du coup, ouais, aujourd'hui, ce qu'on va voir un petit peu, c'est comment nous, à l'agence, et surtout moi de mon côté, comment j'utilise les outils IA. Évidemment sur le dev. Donc, il me semble qu'il y a déjà un live, Émilie, que tu avais fait avec Eddy, donc sur Dust, où tu as montré un petit peu les assistants. Donc là, ça va être un peu le même process, à savoir les assistants, mais plus orientés dev, et typiquement avec les logiciels de dev, les IDE, donc type Visual Code, Cursor, PHP Storm, où on va pouvoir y rajouter des petits modèles d'IA type Supermaven ou GitHub Copilot, par exemple, pour se faciliter la vie. Donc déjà, je ne sais pas si tout le monde voit la différence entre Dust et, par exemple, GitHub Copilot et Supermaven. Donc très simplement, on a GitHub Copilot et Supermaven qui vont être dans l'IDE. Donc là, typiquement à droite, on peut le voir, où dès que je vais commencer à taper quelque chose, il va me proposer de l'autocomplétion, par exemple, un peu plus poussé que ce qu'il aurait pu faire de base. Donc ça, c'est ce que Supermaven va faire. Et concrètement, c'est le modèle d'IA dans l'IDE qui va être mon copilote au niveau du dev. Et côté Supermaven, Dust, pardon, on va avoir tout simplement, on va pouvoir générer. Donc là, pas forcément orienté développement, mais toutes sortes d'assistants qu'on va pouvoir mettre en place. Donc c'est vraiment la petite subtilité, c'est que l'un, on va en faire plusieurs assistants et l'autre, c'est dans le dev au fur et à mesure du développement. Ben, moi, j'ai déjà une première petite question dans Supermaven, Magnifique. Ouais, ça autocomplète par rapport à ce que tu es en train d'écrire. Si tu écris en C, si tu écris en PHP, si tu ouais, écris en quoi que ce soit, c'est il ça. y a déjà un environnement, tu lui dis que c'est WordPress par exemple ou pas? Alors, il va prendre en fait le contexte. Donc, c'est-à-dire que là, dans mon projet, je me suis fait un thème WordPress. Donc, il sait que je suis dans un environnement WordPress. Donc, logiquement, quand je vais commencer à coder, il va me proposer des choses en relation avec WordPress. Si j'étais sur du React, il m'aurait proposé du React. Idem pour n'importe quel langage de programmation. Ok. Voilà, je pense que ça répond à la petite question.
Donc très simplement, on va commencer côté Dust et je vais montrer un peu comment moi je migre entre les deux parce que là en soi, les deux peuvent faire à peu près les mêmes choses, mais c'est des approches un petit peu différentes et c'est des préférences. Moi j'aime pas mal échanger avec les assistants Dust que j'ai pu mettre en place pour un peu mettre à plat mon idée, à plat ma réflexion, faire des petites ébauches de code et ensuite côté IDE, commencer à mettre les premières briques de code et tester. Donc, par exemple, là, je vais présenter un petit peu le premier assistant qui s'appelle WP Pister. Alors, lui, il est assez simple. Il est connecté au repo GitHub de l'agence on a fait 2 forks de WordPress et de Gutenberg. Et sa raison d'être, c'est simplement, j'ai une problématique, j'ai une question, je recherche une fonction, un hook, trouve-le-moi. Ni plus ni moins. Et simplement, on va faire le test, hein, clairement. Et en fait, tout simplement, ce que moi je voulais, la sortie, typiquement la sortie, la réponse qu'il va nous donner, je voulais qu'elle soit structurée. Je veux pas qu'il me donne du code ou je veux pas qu'il me donne quelque chose sans l'avoir vérifié. Donc là, dans notre exemple, je lui demande un hook sur les connexions utilisateurs et tout faire en front. Donc je vais lui envoyer. Donc s'il n'y a pas d'erreur et si tout se passe bien avec Dust, ça va fonctionner, mais ça va le faire. Et en fait, le formatage de sa réponse, là, donc ça charge bien évidemment, c'est lent un petit peu. Là, voilà. Donc ça charge et son format de réponse, c'est quelque chose que je lui ai spécifiquement demandé au niveau du prompt. Donc je lui ai demandé de me donner le nom du hook ou de la fonction, le lien du GitHub, donc à savoir du fichier dans lequel il l'a trouvé. Donc dans notre cas, ça va être un lien vers le repo de l'agence et directement au niveau du fichier. Donc là, effectivement, là où il a trouvé la réponse à ma demande, et également le lien vers la documentation. Donc là, la documentation WordPress où on peut aller vérifier directement le hook en question. Et ce que je lui ai demandé, c'était une petite explication, histoire d'avoir un élément court pour assez rapidement tomber sur le hook qui m'intéresse. Donc là, encore une fois, j'ai pas donné trop de contexte à ce que dans ma demande, justement pour montrer un peu le champ d'action qu'il peut avoir. Si par exemple, maintenant, je lui demande un peu plus de contexte, donc là, par exemple, regarde plus côté redirection après une connexion valide. Donc là, il va faire le même procédé, il va rechercher, et ce que je vais montrer aussi dès qu'il aura fini. Donc là, il nous fait sa petite recherche, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va, comme on l'a relié au GitHub de l'agence, on va voir toute la recherche qu'il fait. Donc là, typiquement, on va pouvoir consulter les fichiers sur lesquels il a trouvé l'information, ou il a cherché. Donc ça, c'est dans la partie ici, tout l'inspection. Et là, on voit que le login redirect, ça a l'air d'être ce qui nous intéresse. Donc l'intérêt aussi, c'est toujours d'avoir de la doc, toujours avoir la possibilité de contrôler, vérifier. Et même là, en fait, on a des bouts de code où on voit bien que c'est une redirection après un success, par exemple. C'est, dans mon cas, dans l'exemple que je voulais montrer, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et ce qui est assez intéressant que j'ai voulu faire avec cet assistant-là, c'est que lui me fournisse pas de code. Donc, pour faire simple, lui, son rôle, c'est je vais fouiller les 2 repos que je t'ai donnés et tu me réponds à ma question, tu me cherches ce que j'ai besoin. Par contre, je n'ai pas envie que tu me fasses du code parce que c'est pas ton objectif. C'est toi, ton objectif, c'est j'ai une problématique, je cherche quelque chose, trouve-le-moi. Et donc là, c'est pour ça aussi que juste en dessous, ici, il donne sa petite description de pourquoi ça va répondre à ma demande. Et le petit truc ici, pour des exemples simples, voilà, il va me demander soit la doc, soit d'aller voir un petit copain que j'ai mis en place, à savoir notre petit Picasso. Donc, l'intérêt en fait de ce procédé-là, c'est de cloisonner chaque assistant à une tâche précise. Parce qu'on aurait pu très bien se dire, on fait un assistant, on va dire, universel qui va faire tout. Mais la problématique, c'est que s'il fait tout, il va être moyen dans tout. Et des fois, il va être aussi pas du tout pertinent. Là, je ne vais pas montrer mais voilà, la connexion de l'assistant à peu près, et on a le prompt qui va faire le process qui va suivre. Et là aussi, en fonction, comme avec Dust, on peut créer nos assistants, choisir le modèle utilisé derrière. Donc ça peut être du Claude, ça peut être du GPT-4, ça peut être du Mistral. Et également le niveau de créativité. Pareil, là aussi en fonction des assistants qu'on va mettre en place,
des fois, GPT sera plus pertinent que Claude. Des fois, une créativité plutôt factuelle sera plus pertinente que d'avoir une balance entre créativité et d'être un peu plus strict. Donc voilà, donc là, tout ça va permettre de structurer l'assistant pour qu'il nous donne et qu'il réponde à la demande, à savoir, j'ai une problématique dans mon cas avec le pisteur, trouve-moi la solution. Et donc là, on peut tout de suite, sauf s'il y a des questions, mais enchaîner avec le Picasso, par exemple, qui lui, avant de valider le petit bout de code, lui, Picasso, c'est, comme son nom l'indique, ou pas du tout, mais lui, c'est un virtuose, on va dire ça, de WordPress, et tout simplement, lui, va vraiment nous générer du code. Alors l'idée, encore une fois, avec les assistants, c'est pas que le code soit généré et qu'on n'ait plus de réflexion ou de gestion derrière. C'est simplement là un travail en commun. Donc c'est comme si vous aviez un expert WordPress à côté de vous et vous allez échanger pour justement trouver la bonne solution à la problématique. Donc lui, il est cloisonné à faire du WordPress, donc à être expert dans du WordPress. Donc par contre, il peut quand même nous donner des petits bouts de code PHP si besoin en fonction des particularités. Mais lui, son univers, c'est WordPress. Donc là, directement, dans notre conversation qu'on a commencé avec le pisteur, je vais enchaîner en lui demandant, voilà, commence à me faire une petite redirection du login redirect pour, par exemple, une fois qu'on a un success, de rediriger vers la page de mon compte. Donc là, pareil, donc je lui précise pas plus de contexte pour le moment, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il va commencer à le développer. Donc là, il va nous mettre des docblocks parce que moi, tous les éléments là, je lui ai précisé dans le prompt. Donc je lui précise encore une fois ce que j'attends, comment il doit fonctionner, ce qu'il ne doit pas faire, comment il doit me renvoyer des résultats. Et ce que je fais à chaque fois, c'est tout simplement si l'assistant a un doute ou il n'a pas pu valider sa réponse, qu'il ne m'invente rien en fait, pour qu'on soit au plus proche de la réalité et qu'on évite toute problématique. Donc là, on voit qu'il nous a généré donc un petit bout de code. Donc typiquement ici, hop, celui-ci que je vais mettre à droite. Donc on va pouvoir avoir déjà des premiers tests en fait qui sont assez intéressants à vérifier. C'est que là, on va vérifier ici si l'utilisateur est réellement un utilisateur. On a un petit test qu'il a voulu faire au niveau est-ce qu'on a le rôle administrateur. Sinon, on est renvoyé. Donc si on est admin, on est renvoyé vers l'admin URL. Sinon, vers la page Mon compte. Donc on est bien d'accord, c'est une première ébauche, mais c'est déjà assez intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est la suite, parce que typiquement, là, les liens et les hooks qu'il a commencé à implémenter, je ne lui ai pas demandé, mais comme il est expert, comme on a demandé une redirection sur la page Mon compte après être connecté, lui va commencer à rajouter des éléments pour nous, ça peut être intéressant. Donc, le logout au niveau de la déconnexion. Donc là, par exemple, on renvoie vers le home URL, donc la page d'accueil, mais on pourrait renvoyer vers une page de déconnexion si nécessaire. Et on a au niveau du init, donc là, on a voilà, donc là, c'est encore un petit cas pratique intéressant, c'est on veut faire en sorte que la page de WP Login renvoie vers notre page de connexion ou dès qu'on a utilisé le formulaire qu'on est renvoyé, là, il nous l'a implémenté. Après, le code est intéressant en soi, mais ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est la suite, à savoir qu'est-ce qu'il a corrigé et pourquoi il l'a fait et qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Donc là, en fait, il va analyser ses réponses, il va nous donner le avant-après, et ensuite, il peut aussi également rajouter des options supplémentaires. Donc, par exemple, si on veut personnaliser la page du logo, parce que là, on parle sur une partie, redirection après une connexion, donc on pourrait envisager ces éléments-là. Donc, c'est sûr qu'il va loin. Je ne demande pas qu'il aille aussi loin, mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on va lui dire, OK, ça, oublie-le, passe à autre chose, ou moi, mon seul point qui m'intéressait, c'était le login redirect, parce qu'en soi, j'ai rien d'autre. Mais c'est hyper intéressant, en fait, d'avoir l'avis, entre guillemets, de l'expert, pour que on pourrait oublier des choses. Et c'est ça qui est assez intéressant, en fait, avec Dust et les assistants, c'est que en mettant en place, dans un premier temps, la discussion, un peu l'ébauche, et de mettre à plat en fait sur une feuille l'idée, ça permet en fait de l'améliorer pour ensuite partir côté code et ajuster les points, les micro-points à ajuster.
On a une grande question Ah, de Jérémy qui dit ok. Est-ce qu'on peut donner des instructions précises à Picasso donc Picasso, c'est le nom que tu as donné, toi, à ton Oui, assistant, c'est sur la ça. façon de générer le code. Par exemple, faire des classes qui implémentent des interfaces particulières, ou est-ce qu'il lui est. Attends, ou est-ce que lui qui décide du code, il peut s'inspirer d'exemples de références Mhm. pour coder dans le même esprit. Voilà, j'ai réussi à Alors, lire. c'est une grande question, mais par exemple, voilà, effectivement, on pourrait tout à fait lui dire que uniquement on va se focus, par exemple, sur, on reste focus sur ce hook, mais initialise avec une classe PHP. Donc là-dessus, il va pouvoir s'en sortir, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas tester, mais ça va marcher. Donc il va commencer à implémenter la classe, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc là, il a juste fait avec le login redirect, parce que c'est clairement ce qu'on lui a demandé. Donc il implémente la classe et il va implémenter des petites choses qui vont nous être utiles. Et ce qui est assez intéressant, et c'est une très bonne question de le faire en classe, c'est que on pourrait rajouter aussi des hooks en plus pour tout simplement rendre un peu plus WordPress friendly l'utilisation si on le faisait en mode plugin par exemple, et même en thème en soi. Mais oui, on peut le faire. Après, au niveau des interfaces, que du coup c'était l'autre partie de la question, là aussi, s'il y a des interfaces précises à utiliser, donc concernant WordPress ou d'autres CMS ou framework ou librairies, là aussi, il n'y a pas de souci, parce qu'on pourrait très bien lui donner un lien GitHub pour qu'il aille s'inspirer et comprendre l'interface qui est demandée et pour implémenter le début. Après, il faut toujours avoir en tête quand même que l'objectif, ce n'est pas d'avoir un code 100% fonctionnel, sans erreur, et on dit où on pose notre cerveau et on réfléchit plus. Parce que clairement, si on s'attend à ça, c'est mal barré. Mais par contre, si on travaille l'idée, et là, en regardant vite, ça me semble assez cohérent, mais l'idée, c'est surtout après de se dire, OK, donc là, je vais prendre la classe, hop, on va le changer ici. Donc là, l'idée, après, ça va être de contrôler, de vérifier ce qu'il a implémenté, tout simplement, hein. Typiquement, les hooks, il y a des priorités, des nombres de paramètres. Donc, s'assurer que là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, s'assurer que la logique y est. Est-ce qu'il y a une autre logique qu'on voudrait ajouter ou pas? Là, dans notre cas, on voit qu'on a le user role donc, en mode objet. Donc là, on a le redirect qui est ici, qu'il a fait donc tout simplement avec, OK, ben, en fonction de l'utilisateur, en fonction du rôle qu'il a, on va rediriger vers l'admin URL, va vers la page d'edit.php en admin ou vers la page de défaut, à savoir la page de défaut, c'était la page mon compte. Donc toute la logique, là il a repris en fait la logique que nous on avait demandé. Donc il l'a refait en mode objet pour que ça soit plus maintenable. Et ensuite, bah, si on a besoin de rajouter d'autres logiques et d'autres vérifications, c'est tout à fait possible. Et donc là, par exemple, on pourrait tout à fait aussi, par exemple, s'imaginer que là, dans ce cas-là, par exemple, hop, 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 on va le mettre ici. Là, on a le redirect, mais donc là, si on a un souci, ça marche pas, mais on pourrait très bien rajouter ici. Et là, c'est là où c'est intéressant d'utiliser après Supermaven ou GitHub Copilot, c'est qu'on va pouvoir aussi là effectivement lui demander maintenant je voudrais implémenter par exemple un hook pour gérer une autre direction, par exemple un autre test. Donc on pourrait rajouter en commentaire, donc là par exemple add hook custom redirect. Et donc voilà, là en Doodle, on va dire que même si je n'avais pas connaissance de comment rajouter un hook interne à mon plugin, là avec Supermaven, je lui ai simplement mis en commentaire ce que je voulais. Comme on est dans le contexte de mon fichier que j'ai ouvert, il a repris toute la classe en mémoire et il a compris tous les paramètres qui nous intéressaient. Donc à savoir, là j'ai mon hook, j'ai le paramètre que je vais lui envoyer, là le redirect et les paramètres en plus pour contextualiser le niveau du hook. Et donc à ce moment-là, là n'importe qui pourra utiliser le hook et faire sa redirection avant, par exemple, la redirection classique que le plugin se serait attendu à avoir.
Après, tu le dis, j'aime bien ce que tu dis, n'importe qui. Mais en fait, et c'est un petit peu ce que tu expliques, c'est que ces outils IA ne remplacent pas un dev. C'est-à-dire qu'on ne peut Oui, pas, comme tu dis, mettre son cerveau dans un bocal. c'est ça. Et j'ai envie de dire, moi, je suis pas dev, je prends les outils, je prends Picasso et je développe un plugin. On est d'accord. Et on répète à chaque fois ça dans chacun de nos ateliers IA, à chaque fois qu'on accompagne des devs ou même sur la partie marketing, on le dit à chaque fois, il faut un humain avant et il faut un humain après. Et voir l'humain en même temps pour que justement il y ait du rebond, du brainstorm, parce que l'IA te propose des choses, mais il faut que tu sois toi en capacité de comprendre ce qu'il te propose et de l'aiguiller en fait. Et c'est tout ce travail C'est que tu ça. fais en collaboration avec lui qui fait qu'au bout de X utilisation, tu as vraiment l'assistant qui correspond à tes besoins. C'est pas parce que là le Picasso que tu nous montres ou celui que tu montres avant, c'est le résultat de plusieurs semaines de travail. Ça n'a pas été Oui, hop, tu lances l'outil, hop, c'est magique, ça fonctionne tout de suite. Tu fais aussi tout un travail de documentation des assistants. Enfin, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et ce travail-là n'est possible que parce que tu es développeur et que tu as ces oui. expertises-là. Sinon, ça ne peut pas marcher. On est d'accord. Hein. Non, on est entièrement d'accord. Et en fait, quand je disais que tout le monde peut l'utiliser, c'était surtout au niveau du hook. Qu'une fois qu'on a implémenté le hook, ben comme tous les hooks que WordPress met à disposition, on peut l'appeler. Et ça, on va dire que n'importe qui peut l'utiliser. C'est juste l'utilisation d'un hook. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est que les assistants, ça prend du temps à configurer. Mais une fois qu'ils sont configurés, ils vont aussi évoluer. C'est-à-dire que là, le Picasso, bah là j'ai fait une V2 spécifiquement pour aujourd'hui. Comme le Pister, j'ai fait une V2 spécifiquement pour aujourd'hui. Tout simplement, en fonction des utilisations, peut-être qu'à des moments, les réponses vont pas être tout à fait comme je l'attendais. Et donc moi, sur les prompts, je vais avoir une quinzaine, une cinquantaine de versions différentes. Parce que tout simplement, des fois, une phrase peut tout changer. Et donc, c'est ce degré, on va dire, je ne vais pas appeler ça de perfection, mais ce degré à changer pour justement obtenir le meilleur résultat. Là, par exemple, sur les deux là, je pense qu'on a vu ce qu'ils pouvaient faire. Mais là, par exemple, Tu peux nous dire hop. quel modèle tu utilises? Peut-être les développeurs, ça va les intéresser si tu utilises Claude ou Alors, bah, ChatGPT ou autre. tout dépend du besoin. Pour le dev et pour typiquement pour Pister, c'est Claude en mode factuel. Tout simplement parce que non, c'est GPT-4 en factuel. Parce qu'il sera beaucoup meilleur dans la recherche et en fait, ce que je veux, c'est quelque chose de vrai en fait. Donc c'est soit tu as la réponse, soit tu ne l'as pas et tu m'inventes rien. Par contre, pour le Picasso, il va être en Claude parce que côté dev, Claude a un cran d'avance et il va avoir un niveau de créativité un peu en médium, donc en balance. Parce qu'il peut être un peu en folie, on va y appeler ça comme ça, et un peu plus terre à terre. Mais l'idée aussi, c'est toujours de communiquer l'un avec l'autre pour justement avoir des meilleurs résultats et éviter de trop partir dans l'incohérent. Là, l'autre que je pourrais montrer, qui a été un peu la bête noire pour moi, ça a été surtout pour pour l'agence, pour la partie TMA, pour le solutionneur de bugs, on va l'appeler comme ça. Et typiquement, Bugbuster, lui, son objectif, c'est d'aider les devs à trouver la problématique. Mais l'objectif qu'il a, c'est pas de trouver la problématique, de la corriger et merci, au revoir. Son objectif, c'est, OK, je vais t'aider à comprendre déjà le contexte, à te proposer une solution et à t'expliquer pour ne pas la recommencer. Par exemple, là, pour le test, je lui ai donné un petit bout de code. Voilà, et un point qui pourrait arriver n'importe quand. J'ai une problématique, mais j'arrive pas à la comprendre. Je sais pas ce qui se passe. J'ai un souci, mais je sais pas. Donc lui, on peut constater que son approche à lui est différente de deux autres qu'on a vu. C'est que lui va déjà avoir une première étape d'analyse de l'erreur. Donc il va nous faire un premier retour. Donc à savoir, ok, il y a une problématique, je regarde. Là, ce qui m'intéresse, ok, on a un filtre sur the author, mais il s'attend à retourner le nom et pas un email. Donc déjà là, on pourrait avoir une petite puce à l'oreille. Donc, il va nous il va nous dire encore d'autres problèmes au niveau des paramètres et il va proposer une solution dans un premier temps en restant dans la logique qui était de base, à savoir un hook sur le auteur qui renvoie l'adresse email. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va expliquer toutes les améliorations et toutes les corrections qu'il a pu apporter. Donc, la vérification s'il y a l'auteur, bon, on va passer les choses, mais il fait ça. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, ça va être la recommandation future. Donc, pourquoi c'est peut-être mieux de faire autrement?
que de rester dans le cas là. Et là, on l'a très bien. C'est que le filtre, eh ben, il est clairement utilisé pour l'affichage d'un nom et pas de son email. Donc, il va me proposer une solution pour le faire. Donc là, si mon cas, c'était de récupérer l'email, j'ai la version côté email, point. Et ce que je lui ai demandé de faire aussi, c'est de repréciser des petits outils de debug classiques, mais pour que à chaque fois le dev, quand il va revoir les choses, il a des petits tips. Par exemple, bah, ok, on peut avoir les éléments de debug, penser au debug de WordPress ou avoir un plugin au niveau des requêtes. Et du coup, moi, dans mon exemple aussi là, je dis, bah, ok, j'ai un problème, c'est le auteur, mais c'est pas pertinent. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que maintenant l'analyse, c'est plus au niveau de la pertinence de ce hook et de ce qui a été implémenté. Et là, on voit des impacts assez intéressants, à savoir SEO, problème de compatibilité, voilà, confusion pour les utilisateurs, parce que dans WordPress, le hook là, bah, c'est que pour afficher un nom et pas un email. Donc, on pourrait avoir plein de problématiques si des plugins utilisent cette fonction pour afficher le nom. Bah, en fait, en faisant le hook, on va tout dégommer. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'il va proposer toutes les solutions alternatives. Et la recommandation finale, bah, la numéro 1, bah, c'est pas de modifier le comportement de WordPress. Voilà. Donc c'est pour ça que là, j'aime beaucoup celui-ci et qui a été assez complexe à mettre en place parce qu'il faut trouver sans trop de contexte, mais essayer de quand même lui en donner. Et là, on va dire que je n'en ai pas du tout donné, mais essayer d'échanger avec lui. Et l'objectif aussi, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que je veux pas qu'il me corrige le code et qu'il m'explique pas. Je veux savoir ce qui a été fait. Donc là, pour l'autre exemple, pour montrer un peu plus de choses, je lui ai envoyé un template où la pagination marche pas. Et en fait, il va faire exactement le même process. Donc là, il va m'analyser les choses. Donc là, dans l'exemple, on a réécrasé une globale de WordPress qui n'est pas chose à faire. Il nous donne la solution corrigée. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être surtout tous les changements apportés et des recommandations pour la suite. Donc là, pour aussi anticiper les exemples, les questions plutôt, je veux dire, on a le cas de figure ici à la suite. J'ai un souci au niveau de ma compile, donc pour compiler du JS, du CSS, du React pour Gutenberg. Je lui donne mon fichier package.json. Et pareil, je ne vais pas donner plus d'indications que j'ai un souci, parce que peut-être que j'ai une erreur dans ma console, j'aurais pu lui donner. Pas d'erreur en soi, mais ça ne marche pas. Et donc là, pareil, il va analyser, il va détecter que ben, j'ai des modules dépréciés, j'ai des problèmes au niveau des versions. Donc là, il va me proposer la vérification et les changements qu'il a apportés. Il réexplique tout à chaque fois. Et là, ce qui est encore, je trouve, assez fun, ça va être, on est dans de la ligne de commande, donc avec NPM et compagnie. Et en fait, là, il va nous redire, OK, pour réinstaller par rapport aux corrections, pense bien à supprimer le node module, le fichier loc, de refaire le npm install et typiquement de lancer la compile. Et donc là, la commande là, il ne l'a pas inventée. Il a vu au niveau des scripts ici qu'on avait implémenté ça. OK, il voit qu'on a une compile CSS et donc il peut le renvoyer. Et donc là, pareil, au niveau du dépannage, il va proposer des solutions pour dire si tu as toujours des soucis, pense à regarder la version de ton node et modifier, supprimer les fichiers générés, etc. etc. C'est toujours des points qui peuvent arriver et quand on switch de projet en projet, ça peut être des fois assez compliqué. Je trouve ça incroyable ce que tu montres et je trouve ça incroyable. Et en plus, je ne suis pas dev. Donc, j'ai une question pour les gens qui nous suivent, du coup, et je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où j'ai posé la question et on va avoir les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres devs qui utilisent Dust et est-ce qu'ils l'utilisent de cette façon-là, dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a d'autres devs qui utilisent d'autres outils IA qui font la même chose que ce que tu nous montres là? Ou est-ce que, entre guillemets, ils ne savaient même pas que c'était possible? Moi, je serais hyper curieuse de savoir par rapport aux personnes qui nous regardent où ils en sont dans leur utilisation d'IA. Parce que moi, je me dis, c'est juste génial et ça nous fait gagner du temps. Et je sais que nos devs à nous gagnent énormément de temps. On a eu plein de cas récemment où les tâches qui nous prenaient avant une journée nous prennent maintenant que quelques heures. Enfin, c'est incroyable le temps qu'on gagne et la qualité qu'on gagne. Et donc, je me demandais, côté auditeur, là, n'hésitez pas à commenter et à nous dire où vous en êtes. Si là, ce que vous découvrez, ça vous donne plein d'idées. Parce que nous, ça peut aussi nous servir à nous dire, OK, on va vous donner encore plus de vidéos. On peut ajouter sur notre chaîne YouTube plus de vidéos sur notre utilisation de Dust. Voilà, on a aussi besoin de vos retours pour savoir ce qui vous intéresse. Voilà, c'était la petite pause pour te laisser le temps de respirer aussi. Bah oui. Et c'est la fin de Stack Overflow.
en synchrone du coup. Mais Stack Overflow, je crois, avait essayé de lancer une IA, mais j'ai pas l'impression que ça soit fonctionnel. Donc là, tu l'as généré, en fait. Bah, en fait, c'est pour le coup avec les assistants, c'est qui est vraiment top, c'est que c'est une fois qu'il est configuré, c'est ça qui prend le plus de temps, mais une fois qu'il est configuré, on peut aller assez loin. Là encore, pour un autre exemple, j'ouvre une nouvelle conversation, je veux, avec Picasso, j'ai besoin de récupérer tous les posts publiés tous les jours impairs, donc ça sert strictement à rien, mais pour le fun, ça peut être sympa. Là, lui, va du coup, va évaluer un peu la stack technique qu'on va avoir besoin. Est-ce qu'il y a des petites subtilités à avoir? Est-ce qu'on récupère que des posts publiés? Donc là, il va me proposer une solution qui, pour le coup, ne me va pas du tout, hein, clairement pas. Mais c'est pas pour, on s'en fiche un petit peu. Là, l'idée, ça va être de lui dire côté perf, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est les perfs. Et en fait, là, comme il est parti, pour faire très simple, parce que je savais qu'il allait me dire ça, maintenant je les connais assez bien, il m'a fait un post per page -1. Tout le monde sait que ça va récupérer tous les posts de WordPress. Par contre, si j'en ai 5000, si tout le temps il me fait le calcul, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, il faut penser volumétrie. Et donc là, en faisant la partie perf, heureusement, il me dit que la question, elle est quand même pertinente. Et voilà, il va commencer à retravailler et à se poser des questions. Donc là, il va commencer à regarder, OK, je peux peut-être faire un where, peut-être modifier la requête SQL et avancer là-dessus. Moi, je peux lui dire aussi, voilà, que je veux tout en SQL brut. Voilà, pour l'aiguille un tout petit peu. Par exemple, ça pourrait très bien être le besoin juste d'avoir tous les articles impairs et j'ai pas besoin de le calculer peut-être tout le temps, ou si je dois le calculer tout le temps, est-ce que je vais rajouter un transient, quelque chose? Et là, ce qui est assez fun, bon, là, il part loin au niveau de la requête SQL et ça va faire mal, mais c'est pour montrer qu'il peut aussi diviser, on va dire, pour mieux régner et essayer de trouver une solution. Maintenant, ouais, Émilie? Ouais, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Parce qu'en Non, fait, non, vas-y, vas-y. en même temps que j'aime bien quand tu dis ouais, c'est fun, je me suis dit, j'adore ta notion du fun. J'ai une question qui rejoint un peu les commentaires que je vois sur LinkedIn. Pourquoi, vu Ouais. qu'on utilise en LLM, on utilise parfois, tu disais GPT ou parfois Claude, pourquoi tu Oui. fais pas ça dans Claude directement? Pourquoi tu utilises Dust au final? Quel est l'avantage pour toi versus directement les dans Claude en fait? Bah, si je vais directement simplement avec Claude, ici, donc je peux lui poser la même question. Donc à savoir, j'ai besoin de récupérer tous les posts publiés les jours impairs. Je lui ai rien mis de plus. Et là, il me fait du React. Parce qu'il n'a aucune indication que j'étais dans du WordPress. Il n'a aucune indication du contexte. Et bon, il m'a fait, voilà, bon, bah, il est parti en vrille complet. Mais voilà, j'ai pas du tout le même résultat. Parce qu'en fait, tu as passé plus de temps à configurer ton assistant pour que ton assistant ait du contexte, si je comprends bien. Parce que pour moi, c'était ça le principal intérêt de Dust versus utiliser les LLM directement. C'est-à-dire que tous tes assistants, tu leur as donné un contexte, tu leur as donné potentiellement un GitHub, des exemples de code, etc., qui fait qu'à chaque fois que tu l'utilises, tu gagnes du temps. Donc, c'est pour ça le principal avantage là que tu gagnes versus tu prends ChatGPT, tu prends Claude et tu tapes, tu poses la question. C'est ça. Là, si je voulais le faire avec Claude, il faudrait que je lui recontextualise au début, donc que je lui dise que je le mette en mode expert, que je lui explique que tu vas faire du WordPress, que je lui explique qu'il a on va dire une appétence pour la sécurité et les perfs, qu'il a un degré d'exigence, on va dire, assez élevé, qu'il doit corriger son code s'il y a besoin, qu'il doit valider les choses avant de me les proposer. Et en fait, tout ça, si je dois le refaire à chaque conversation, ça va devenir assez compliqué et je n'aurai pas le même degré parce que là, Claude, comme il est là, j'ai pas le niveau de créativité qu'il peut avoir que je pourrais configurer quand je vais créer mes assistants. Ce que je disais, par exemple, si je veux simplement une réponse oui ou non, alors que là, il aura plutôt une réponse un peu mitigée. Là, comme il est là, il pourrait m'inventer des choses. Il pourrait clairement me donner un lien vers un hook WordPress qui n'existe pas. Et ce qu'on faisait au tout début avant de passer à Dust, c'est qu'on crée nos propres GPT. Je pense qu'il y a l'équivalent sur Claude, j'ai pas encore testé, mais il y a sûrement l'équivalent sur Claude. Donc pourquoi on n'est pas resté sur ces deux LLM en disant voilà, on va construire notre GPT, on va construire nos équivalents côté Claude. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre avantage du coup à faire ça? Parce que moi, j'y vois un intérêt, moi, dans mon métier, quand j'ai besoin de faire travailler plusieurs assistants ensemble,
par exemple. Moi, je sais que c'est plus avantageux d'avoir tous mes assistants et de les faire bosser ensemble. Oui. Là, toi, c'est ce que tu fais. J'ai l'impression que tu as Oui. tes assistants Claude, tes assistants GPT qui travaillent ensemble. Je dis pas de bêtises, c'est pareil aussi en dev. Oui, c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, par exemple, si on reste juste sur ChatGPT et OpenAI et compagnie, pour le moment, il ne me semble pas qu'on puisse changer de modèle. Donc, on est bloqué à GPT-4 et les variantes GPT mini, O et compagnie. Alors que là, avec Dust, on peut choisir Claude, on peut choisir GPT, on peut choisir Mistral. Et en fonction du besoin, le 1 LMLM va être meilleur qu'un autre et un niveau de créativité va être meilleur qu'un autre. Donc c'est déjà juste moi pour cette possibilité-là, j'ai clairement envie de rester sur Dust pour ces choses-là. Si demain ChatGPT permettait différents modèles, ça serait après, je pense, ça va être ce qui va jouer, ça va être les connexions qu'ils mettent en place, qui sont importantes. Là, avec Dust, on peut directement le connecter à un GitHub. On peut le connecter à Slack. Je pourrais très bien aussi là me faire un assistant qui est lié au Slack et par exemple récupérer tous les commentaires où on parle d'un client par exemple et ensuite le retraiter ailleurs, etc., etc. Et c'est là où moi je sors la carte entreprise et sécurité, gouvernance des data. C'est que là où avec Dust on a beaucoup plus cette sécurité de, où sont nos data et comment elles sont utilisées. Claude, j'avoue, j'avais même pas été creusé leur fonctionnement, mais GPT c'était le principal problème. Enfin, ChatGPT, nos data partent dans la stratosphère et il est hors de question que nous, nos données d'entreprise, et encore plus de nos clients, soient comme ça redistribuées. Bref, moi je laisse pardon les questions. Eddy, je te laisse la main, pardon. Il y a quelques questions, mais merci. J'allais noter justement cette question souvent de comparaison de Dust et de ChatGPT ou autre, mais effectivement, vous avez bien expliqué qu'il y a un outil qui utilise plusieurs modèles et utiliser directement un modèle. Et moi, il y a des questions, j'en ai une aussi, c'est Copilot et Supermaven, du coup, utilisent des modèles aussi ou ils sont leurs propres modèles? Alors, Supermaven, ils utilisent Claude. On peut avoir un chat directement dans l'IDE, mais clairement, je ne le conseille pas des masses parce que tout simplement, son objectif, c'est de donner du code. Donc, il n'y a pas cette réflexion qu'on peut avoir en amont côté Dust avec l'assistant. Là, le Pister, il me donne les hooks, le Picasso, il va me donner du code, mais si en amont, moi, je veux pouvoir, réfléchir à la problématique et à un sujet. Par exemple, j'ai une idée de plugin, je voudrais réfléchir, est-ce que c'est le bon principe, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. En fait, il Une petite coupure. y a lui dire mon idée, il va m'envoyer du code. Tu as été un petit peu coupé, mais on a compris l'idée. Il y a une question dans le chat de Mathieu. Je ne sais pas si tu la vois. Ouais. Voilà, qui dit en tant que dev, est-ce que tu continues d'utiliser GitHub Copilot ou équivalent? Tu étais en train de répondre plus ou moins à ça. Ouais, du coup, GitHub Copilot, je l'utilisais au début. J'avais vu une fille sur YouTube qui l'utilisait pour développer et j'ai trouvé ça fou. Et j'ai commencé à l'utiliser et tout simplement, j'ai découvert Supermaven. Donc là, je pense que Edith, tu pourras mettre un petit lien de. C'est pas sponsorisé malheureusement, mais mais voilà. Et en fait, Supermaven est beaucoup plus pertinent, plus rapide que GitHub Copilot. Il est compatible avec Visual Code, PHP Storm, Cursor et tous les autres, même il me semble Sublime Text, c'est pour ceux qui développent sur Sublime Text. Et il est beaucoup plus performant, plus rapide, et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est l'équivalent, mais en mieux. Et voilà, tout simplement. Donc oui, je continue et ça ne fait pas de doublon et redondant pour la suite de la question avec Dust. C'est que, comme je le disais, c'est que avant, je vais échanger avec mes assistants pour tout ce qui va être un peu la réflexion, pour éviter de partir d'une page blanche. Et ensuite, commencer à partir du code que j'ai pu générer avec Dust, le finaliser. Et Émilie disait qu'on avait fait dans l'agence, enfin qu'on a eu dans l'agence des cas concrets. Et un cas concret, par exemple, avec un dev de l'agence, c'était de redévelopper un plugin qui était plus maintenu, tout simplement. Et donc, l'intérêt d'avoir des assistants comme ça va être de lui dire, OK, le plugin, il faisait ça, il est plus maintenu. OK, est-ce que tu peux déjà me faire une première analyse pour dégrossir, pour ensuite se dire, OK, comment je pourrais moi l'implémenter parce que le plugin répond à la demande du client. Donc, au lieu de réinventer la roue, au moins pour dire, la roue, elle est là et je vais peut-être enlever le petit trou qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a une faille de sécurité, par exemple.
Top. Et le temps Voilà. est passé super vite. Oui, On et est je peux d'accord, ça parler passe vite. encore Hein. bien longtemps. Je sais bien. J'ai encore Merci plein de Di choses à dire. de nous repartager la chaîne YouTube où effectivement on essaie de partager chaque semaine en tout cas un petit peu nos pratiques. Donc comment on travaille au sein de l'agence Whodunit, comment effectivement on utilise Gutenberg, le FSE. Et on va publier de plus en plus de vidéos techniques où justement on partage cette partie, comment techniquement on utilise l'IA. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne et surtout à poser des questions en commentaire. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, on est très rigoureux là-dessus à répondre à toutes vos questions. Parce que le but, c'est d'interagir avec vous et de partager un maximum avec vous. Et il y a également, Samy, je sais que tu travailles sur ton blog pour partager aussi toi tout ce que tu expérimentes, qu'on va ajouter dans notre Substack, qui est donc notre, comment on pourrait dire, notre rassemblement de toutes nos newsletters. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre newsletter si vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses de Whodunit et comment on travaille. Voilà, c'est le petit QR code qui est là, voilà. en haut de votre écran. Merci beaucoup, Eddy. Qui s'affichera en lien dans les commentaires. Voilà, le but, encore une fois, j'insiste, hein, mais c'est qu'on partage avec vous parce qu'on ne peut pas toujours faire un WordCamp tous les jours ou un Meetup toutes les semaines et du coup partager avec la communauté pour savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, nous voilà comment on fait. Bref, n'hésitez pas à participer, à nous remonter vos questions. Et le dernier point, on a aussi un groupe Discord avec un channel IA où nous sommes présents tous les jours. Donc, si vous voulez expliquer vos problématiques, vous dire quel outil vous utilisez et avoir des conseils ou juste en discuter, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe. Vous avez compris, Samy adore partager, échanger. Il faut juste réussir à capter pour le laisser respirer le temps que il se reprenne. Mais vraiment encore merci beaucoup, Samy, d'avoir partagé tout ça. Ouais, merci, J'aurais Samy. pu t'écouter toute la journée. Ah j'ai pas fini. Hein. Je sais. C'est ce qu'on va faire. Je pense que ça va. Si les gens sont intéressés, je pense qu'on fera une autre session pour partager la suite que tout ce que tu n'as pas pu nous partager. Et merci à tous, ceux qui ont posé des questions, ceux qui nous ont écoutés, qui n'ont pas posé de questions, ceux qui nous ont dit coucou et ceux qui nous ont pas dit coucou. Coucou à tout le monde et merci à tous. Et puis j'ai envie de dire bon appétit, bonne fin de journée, bon week-end. Ciao. Ciao. Ciao.